Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente un livre, L'école mutuelle, une pédagogie trop efficace, d'Anne Quérien. L'auteur, Anne Quérien, est une sociologue et historienne française contemporaine, actuellement co-directrice de la revue Multitude. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous résumer ce livre sur le sujet de l'école. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire un petit mot sur le pourquoi de cette vidéo, d'où je vous parle et quelles sont mes intentions. D'abord, qui suis-je ? J'ai 41 ans, ancien prof de fac en intelligence artificielle. J'ai quitté le monde académique à 32 ans pour me consacrer à la recherche dans d'autres domaines que la science appliquée, comme l'histoire, l'économie, la géopolitique, le bricolage, le jardinage. Je vis actuellement du RSA dans une maison à la campagne. Alors pourquoi ce livre ? Eh bien en fait pas tellement pour la description de la méthode mutuelle d'enseignement qui n'est finalement pas très détaillée dans cet ouvrage. Ce qui m'a surtout intéressé dans le livre d'Anne Quérien, c'est le travail historique poussé sur les origines de l'école. Un peu comme Michel Foucault, philosophe français du XXe siècle, dans son livre Surveiller et punir, Anne Quérien articule son discours autour de sources fiables et bien souvent assez surprenantes, vous allez voir. Un mot sur mes intentions. Si ce travail de vulgarisation me tient autant à cœur, c'est principalement pour deux raisons. Raison d'ordre intellectuel et raison d'ordre sentimental. Ma première intention, d'ordre intellectuel, c'est tout simplement de vous partager les informations contenues dans ce livre sous forme audiovisuelle. Si comme moi, vous manquez de temps et de motivation pour lire un tel bouquin de 200 pages, assez dense en informations, alors ce résumé vidéo est fait pour vous. Ma deuxième intention, d'ordre sentimental, c'est de régler mes comptes avec l'école. Personnellement, je n'ai jamais été très à l'aise à l'école sans que je sache vraiment pourquoi. Pourquoi m'est-il interdit de parler en classe ? Pourquoi rester assis pendant des heures à m'ennuyer ? Pourquoi les profs ont-ils tant de pouvoir sur moi ? Toutes ces questions trouveront des éléments de réponse dans cette vidéo. Chapitre 1, une brève histoire de l'école. Tout commence en 1543 avec les premières écoles chrétiennes de charité. Les écoles de charité, à l'origine, ce sont des maisons dans lesquelles l'église chrétienne recueille les enfants abandonnés. Petit à petit, ces enfants trouvés, ces orphelins ou ces enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper parce qu'ils sont eux-mêmes malades, reçoivent un minimum d'instruction pour se débrouiller dans la vie. Ensuite, autour de 1680, Jean-Baptiste de La Salle, un prêtre qui s'intéresse à l'instruction des enfants, introduit la méthode simultanée dans ces écoles de charité. La méthode simultanée, c'est la méthode d'enseignement classique que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un seul maître qui instruit plusieurs élèves en même temps. Je cite. Cette méthode simultanée permet d'assurer avec le même nombre de maîtres l'instruction d'un nombre d'enfants beaucoup plus important, et même d'entrevoir la possibilité d'une scolarisation sur ce modèle de tous les enfants, à condition que puissent être formés des maîtres en nombre suffisant. D'ailleurs, la formation des maîtres, nous le verrons un peu plus tard, est un élément très important du système scolaire. Revenons à notre chronologie. Les écoles de charité, gratuites et ouvertes à tous les enfants, connaissent un franc succès. En 1750, on trouve une école de charité dans presque toutes les villes un peu importantes. Ce ne sont plus seulement les enfants pauvres qui y vont, les familles plus riches commencent aussi à scolariser leurs enfants. Après une période révolutionnaire troublée, et plutôt marquée par une certaine déscolarisation, le gouvernement de la Restauration, de 1814 à 1830, cherche à remettre les enfants à l'école, quitte à faire du chantage aux parents pauvres. Ce chantage, que j'appelle école contre nourriture, en référence à la politique états-unienne pétrole contre nourriture menée en Irak dans les années 90, est même écrit en toutes lettres dans un arrêté ministériel de 1816. Nul indigent ne recevra de secours s'il n'envoie son enfant aux écoles. Autour de 1848, la bataille idéologique pour l'école laïque commence. La grammaire, l'histoire et la géographie remplacent désormais les cours de religion. Je cite l'auteur. Donner aux enfants le sens de l'histoire et de la géographie, c'est-à-dire de l'État-nation, n'est pas inutile, en tout cas est préférable à un vagabondage au hasard de leur lecture dans les almanachs. En 1874, l'obligation scolaire est étendue à tous les enfants. En fait, ce sont moins les patrons que les familles qui sont visées par cette loi. Dans un courrier de 1876, des maires au préfet de Paris, je cite, « Les difficultés viendraient moins des patrons que des familles. C'est sur ces parents insensés qu'il faudra agir. Les familles ont la déplorable habitude de nous reprendre hâtivement des élèves à peine dégrossis pour les jeter dans des ateliers où ils ne sont capables de recueillir que de mauvaises impressions. » Et finalement, vers 1880, la France est entièrement quadrillée par le réseau scolaire. Voilà pour une brève histoire de l'école, telle qu'on peut la trouver dans la mythologie nationale classique. Mais tout l'intérêt du livre d'Anne Quérien réside dans le récit d'une autre histoire, l'histoire d'un autre type d'école, l'école mutuelle.
Chapitre 2. Une brève histoire de l'école mutuelle. À côté de la méthode simultanée que je viens d'évoquer, une autre méthode fut expérimentée, adoptée pendant quelques années puis abandonnée. Savez-vous pourquoi cette méthode, à savoir la méthode mutuelle, a-t-elle été abandonnée? Eh bien parce qu'elle fut jugée trop efficace. Ça vous étonne? Eh bien moi aussi. Je n'avais jamais entendu parler de cette méthode, et pour cause, elle ne vit le jour qu'entre 1815 et 1848. Avant de voir les avantages et les inconvénients de cette méthode, je vous propose de nous fixer les idées avec quelques repères historiques, comme précédemment. En 1815, rappelez-vous, le gouvernement cherche à scolariser un maximum d'enfants. C'est alors que sont créées les premières écoles mutuelles, sous l'égide d'une organisation, la SAIE, nouvellement créée elle aussi. SAIE est un acronyme pour Société pour l'amélioration de l'instruction élémentaire. Anne Quérien ne donne pas beaucoup de détails sur cette organisation, si ce n'est qu'elle était dirigée par des industriels et des fonctionnaires de haut rang. Je suis donc allé me renseigner un petit peu, et j'ai l'impression que cette société ressemble à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une fondation philanthropique, c'est-à-dire une association de bienfaiteurs entre guillemets, qui n'oublient pas leurs intérêts financiers. Alors à quoi ressemblent ces écoles mutuelles nouvellement créées? Eh bien une école mutuelle, c'est une école qui reprend le principe de la méthode simultanée, un maître pour plusieurs élèves, mais qui tire en plus profit de l'hétérogénéité des élèves. Je cite l'auteur. Pour aller plus vite et faire moins cher, les élèves de l'école mutuelle travaillent en petits groupes. Ceux qui ont compris expliquent aux autres. Tour à tour, chacun est élève et répétiteur. Les différences de niveau ne sont plus un obstacle au bon fonctionnement, mais deviennent son moteur. Anne Quérien toujours. L'enseignement mutuel permettait d'apprendre en 1 an et demi ce que les écoles chrétiennes apprenaient en 4 ou 5 ans. Tellement les maîtres entouraient l'acquisition de la lecture, de l'écriture et du calcul de tout un arsenal de rites moralisateurs. La méthode mutuelle a aussi pour avantage d'être adaptée à un grand nombre d'élèves. Puisque chaque élève est tour à tour apprenant et enseignant, le maître n'a plus qu'à enseigner à un groupe restreint d'élèves et à faciliter ensuite les échanges au sein de la classe. Une telle classe peut ainsi compter jusqu'à plusieurs centaines d'élèves. De 1815 à 1830, la méthode mutuelle gagne en popularité, tant et si bien que l'on peut entendre lors de la Révolution de juillet 1830 des slogans comme « Vive l'école mutuelle ». En 1833, c'est la loi Guizot, du nom du ministre de l'Instruction publique de l'époque. Cette loi instaure un enseignement primaire public et gratuit pour tous les enfants des familles pauvres. Ce que je trouve intéressant, c'est que les nouvelles écoles communales qui sont alors créées adoptent la méthode mutuelle. Les écoles existantes, elles, ont le choix d'adopter la méthode qu'elles préfèrent. Le poids de la tradition fait que la plupart d'entre elles garderont la méthode simultanée. Malgré ces avantages, sur lesquels je vais revenir dans le chapitre suivant, la méthode mutuelle est définitivement réprimée après la Commune en 1848. Le principal grief qui se fait rapidement jour contre la méthode mutuelle est précisément son efficacité. On lui reproche de ne pas enfermer les enfants assez longtemps à l'école. Comme le propose le Conseil général du Calvados en 1818, accrochez-vous, c'est du lourd, le plus grand service à rendre à la société serait peut-être d'imaginer une méthode qui rendit l'instruction destinée à la classe inférieure et indigente de la société plus difficile et plus longue. Chapitre 3. Méthode simultanée versus méthode mutuelle. La méthode mutuelle a donc été victime de son efficacité. Dans ce chapitre, nous allons comprendre un peu mieux pourquoi. Pourquoi cette nouvelle méthode mutuelle d'enseignement, plus rapide, plus efficace, plus économique, plus épanouissante pour les enfants, a-t-elle été abandonnée au profit de la méthode simultanée? Revenons d'abord sur la méthode simultanée, nous la comparerons avec la méthode mutuelle juste après. La méthode simultanée, je vous le rappelle, c'est cette méthode d'enseignement qui consiste à regrouper les enfants par classe de niveau sous l'autorité d'un même maître. Au départ, le seul modèle dont on dispose pour cela est le modèle militaire, avec la discipline qui va avec, et en premier lieu, l'obligation pour chaque élève de rester silencieux. Extrait d'un manuel d'instruction de 1654, le maître ne souffrira qu'aucun écolier parle sans avoir levé la main pour en demander la permission. La discipline passe aussi par le respect de certaines postures physiques, des alignements, des marches par section, garder les yeux ouverts et fixés sur le maître. Comme à l'armée, la méthode simultanée s'appuie sur le respect des horaires, l'émission de signaux sonores comme des coups de règle pour ponctuer les commandements, et des espaces neutres censés annihiler tout désir. Je cite l'auteur. Il y a au moins 2 éléments sur lesquels l'écolier ne doit avoir aucun pouvoir, le temps et l'espace. Pour assurer cette discipline,
tout un système de récompense-punition est utilisé. Le maître s'appuie aussi sur des sortes d'officiers intermédiaires pour déléguer son autorité. Ces officiers sont désignés parmi les enfants les plus conformes à la discipline que le maître veut imposer. Par exemple, quand les enfants rentrent chez eux, cela se fait en section régulière sous la conduite de leurs officiers. Pour finir sur la discipline, un petit mot sur l'écriture. Anne Quérien. Une des innovations importantes de la méthode simultanée est cette présence de l'écriture comme moyen disciplinaire, comme instrument d'occupation des enfants, tout le temps que le maître ne s'occupe pas d'eux directement. Outre une discipline militaire, la méthode simultanée repose aussi sur un type d'apprentissage qui fait la part belle à l'imitation. C'est aussi un apport déterminant de Jean-Baptiste de La Salle, souvenez-vous vers 1680, que d'élever le maître au rang de modèle à suivre pour les élèves. Je cite l'auteur. Au lieu d'imposer directement aux écoliers des habitudes de discipline monacale, Jean-Baptiste de La Salle les impose d'abord aux maîtres eux-mêmes. Il est certain que les écoliers, portés par la passion de l'imitation, suivront. Les écoles de charité se doivent, troisièmement, d'apprendre aux enfants à aimer travailler. Cette notion, aimer travailler, est fondamentale pour Anne Quérien. Je la cite. La formation de la libido travaillante, la formation de la libido d'élève, est un mécanisme essentiel du fonctionnement de la société. S'il y a croissance de l'économie, c'est que les travailleurs y travaillent plus qu'ils n'en ont besoin. Leur jouissance ne se trouve pas seulement dans la quantité abattue, dans la peine ressentie, mais dans leur capacité à projeter leur vie au-delà des limites de la reproduction. L'esclave était obligé de travailler et de se reproduire. Il ne désirait pas le faire. Désirer en faire toujours plus est devenu l'apanage du travailleur moderne. La force et l'ennui de l'ère industrielle, c'est de routiniser cette passion dans le devoir de travail quotidien. Un devoir qui se rencontre d'abord à l'école. Voyons maintenant en quoi la méthode mutuelle se différencie de la méthode simultanée. Donc la méthode mutuelle, je vous le rappelle, c'est cette méthode d'enseignement qui consiste à regrouper les enfants sous la supervision d'un même maître, comme dans la méthode simultanée, mais sans les séparer en classes de niveau. Les enfants sont libres de se transmettre mutuellement les connaissances. Par petits groupes, ceux qui ont compris expliquent aux autres. Le maître n'a plus qu'à enseigner à un groupe restreint d'élèves, puisque la classe s'auto-organise en fonction des compétences et des aspirations de chacun. Première différence, la méthode mutuelle est nettement plus efficace et plus rapide que la méthode simultanée. Un enfant de l'école mutuelle met seulement 2 ans à apprendre à lire et écrire couramment, au lieu de 5 ou 6 ans pour un enfant de l'école chrétienne. Deuxièmement, la méthode mutuelle est nettement plus économique que la méthode simultanée. Anne Quérien. Outre cette économie de temps, la méthode mutuelle permet de rassembler jusqu'à 500 enfants sous la direction d'un même maître. Vers 1815, il n'y a en fait que dans les édifices religieux que l'on trouve des salles capables d'accueillir autant de monde. Or le clergé de l'époque défend bien évidemment ses propres écoles de charité et rechigne à voir s'ouvrir des écoles mutuelles dans ses églises et ses cathédrales. La méthode mutuelle est également plus ludique pour les enfants. Anne Quérien. Les élèves de l'enseignement mutuel quittent la classe avec peine. L'instruction est pour eux un délassement, un jeu, qui tient tous les ressorts de leur être en mouvement. La méthode mutuelle est aussi plus susceptible d'éveiller le désir d'apprendre. Je cite l'auteur. L'enseignement mutuel crée une sorte de phénomène désirant collectif par l'articulation de tous les enfants entre eux en une sorte de grand flux, tout entier orienté par le désir d'apprendre des choses au demeurant fort diverses. Seulement voilà, je cite toujours, pour le gouvernement et les personnes au-dessus qui le soutiennent, ce n'est pas une armée collectivement en marche vers le savoir qu'il s'agit d'organiser, mais bien des ateliers de production de travailleurs dociles. La méthode mutuelle favorise la coopération entre les enfants plutôt que la compétition. Comme nous le rappelle Isabelle Stengers, une philosophe contemporaine, dans la préface, les valeurs associées au processus d'apprentissage de la méthode mutuelle sont politiques, au sens où elle lie l'appropriation des savoirs avec l'exercice d'une coopération qui affirme l'hétérogénéité comme une ressource, non comme un obstacle ou une difficulté. Un inconvénient pour finir. L'école mutuelle communale n'était gratuite que pour les enfants des familles pauvres, à la différence des écoles chrétiennes qui, elles, étaient gratuites pour tout le monde. En résumé, l'école mutuelle, qui a émergé en 1815, a rapidement terminé son existence aux oubliettes de l'histoire officielle. Principale raison, ce n'était pas une école de soumission, mais bien plutôt, comme on vient de le voir,
une école de découverte dans le jeu et la coopération, une école de nature à responsabiliser et à émanciper les enfants, une école de confiance en soi et en l'autre. Malheureusement, sans le soutien ni du clergé ni du gouvernement de l'époque, les écoles mutuelles communales ont dû fermer leurs portes après seulement une trentaine d'années d'existence. Chapitre 4. L'école simultanée. Maintenant que nous avons vu grosso modo en quoi les écoles mutuelles menaçaient le pouvoir en place, je vous propose d'approfondir certaines caractéristiques de l'école simultanée, notamment son caractère carcéral, mais pas seulement. Le livre d'Anne Quérien regorge de citations croustillantes, vous allez voir, sur les intentions originelles des promoteurs de l'école obligatoire, sur le rapport entre l'école et les familles. Et je terminerai sur la constitution de ce corps sacrificiel qu'est le corps enseignant. Tout d'abord, l'école simultanée était avant tout une école destinée à former, pour les garçons, de bons soldats, de meilleurs ouvriers, et pour les filles, de bonnes femmes d'intérieur. Dans un arrêté de juillet 1882, on peut lire « L'école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat, les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de la femme. Le travail manuel des filles se proposera d'inspirer aux jeunes filles l'amour de l'ordre, de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage, et les mettre en garde contre les goûts frivoles et dangereux. » Juste une précision de vocabulaire. Ici, je pense que le terme femme de ménage doit être pris au sens de femme d'un ménage, c'est-à-dire la femme en tant que mère de famille. Deuxièmement, l'école comme école de propreté physique et morale. En 1837, il est conseillé dans un manuel de l'enseignement simultané que l'enfant mette à disposition de l'État un corps propre. C'est pourquoi je cite « La classe commence par la revue de propreté des mains, du visage, des oreilles et des vêtements. » L'école se préoccupe aussi d'offrir aux enfants une nourriture saine. Au début, les enfants apportaient le repas de midi dans un panier comme les ouvriers à l'usine. Peu à peu, les progrès de la diététique amènent au constat du caractère inadéquat de cette nourriture où le pain domine, où les légumes verts sont rarissimes. Les écoles vont se munir progressivement de cantines. L'hygiène physique et alimentaire des enfants est donc encouragée, ainsi qu'une certaine propreté morale entre guillemets. Je cite Anne Quérien. « Le maître apprend aussi aux enfants à se présenter convenablement, à bien se tenir, à se mouvoir et à marcher avec aisance, à s'énoncer avec netteté et politesse, sans balbutier, sans hésiter et sans accentuer à contresens. Il faut en effet corriger leur langage, c'est-à-dire enseigner l'art de modérer sa voix, de lui ôter cette énergie caractéristique des patois. » En troisième lieu, je vous propose d'aborder le caractère carcéral de l'école simultanée. Un peu comme dans un panoptique, je cite, « Le maître est placé sur une estrade élevée de 60 à 80 cm, de manière à pouvoir saisir d'un seul coup d'œil tous les élèves à la fois. Il faut que les couloirs soient longs et rectilignes. Il faut que les cours de récréation soient nus et sans accident de terrain pour que l'on puisse surveiller tous les enfants facilement. » Dans des recommandations sur des plans d'école de 1873, on peut lire « La construction des écoles doit avoir un aspect en rapport avec sa destination. On doit s'attacher à lui donner une physionomie austère et sévère. Façade nue, point d'ornementation, intérieur simple. » Anne Quérien ajoute « La différence sexuelle, brutalement supprimée du champ visuel, est inscrite comme manque dans l'espace scolaire. Bien que les enfants des deux sexes soient souvent mélangés dans les familles, où ils dorment souvent dans le même lit jusqu'à la puberté, ils ne doivent à aucun moment se rencontrer à l'école. Bref, dans les écoles du XIXe siècle, toutes les caractéristiques d'une institution carcérale sont réunies. Le panoptique, l'austérité des bâtiments et de la cour, le système de punition-récompense, les contraintes physiques, comme rester assis, les contraintes horaires, les contraintes relationnelles, comme ne pas parler, le travail forcé, comme écrire tout le temps, et enfin, la séparation d'avec l'autre sexe. De ce point de vue, on peut comprendre que certaines familles renâclaient à envoyer leurs enfants à l'école. Quatrième point, le rapport entre l'école et la famille, justement. Nous allons voir comment on est passé de la famille comme prolongement de l'école à l'école comme prolongement de la famille. Je répète, de la famille comme prolongement de l'école à l'école comme prolongement de la famille. Au début, première moitié du XIXe, je cite, « C'est l'école qui dicte aux adultes le comportement à adopter vis-à-vis des enfants auxquels ils ont donné la vie. On allait même chez les parents leur répéter les bons préceptes, tels que ne pas laisser les enfants se baigner nus, ne pas les laisser jouer sur les places publiques ou sur les ports. » Suite à la gratuité et à l'obligation scolaire vers 1880, un retournement va s'opérer, et ce sont alors les familles
qui vont influencer le fonctionnement de l'école. L'école va alors devenir le prolongement de la famille. Citation. À la demande des bons parents, l'école se développe en faveur des bons enfants. Les bons parents se regroupent même en associations de parents d'élèves, et ce sont eux qui veulent voir triompher leur enfant sur la masse des autres enfants. Les grandes écoles vont d'ailleurs émerger à ce moment-là. Dans un rapport à l'empereur en 1862, on peut lire « Il serait utile et digne de la ville de Paris d'ériger un petit nombre de grandes écoles, pour en faire des établissements modèles rivalisant avec tout ce que les nations étrangères ont fondé de mieux en ce genre. » Anquérien ajoute « Le classement des enfants devient une sorte de valeur en soi, une sorte de reproduction du théâtre social dans lequel les parents ont déjà leur place. » En un peu plus d'un siècle, de 1750 à 1880, on est donc passé de l'école comme moyen de pression étatique sur les parents, aux parents qui finissent par jouer le jeu d'une scolarité qui classe leurs enfants en fonction de leur capacité à répondre aux exigences des maîtres. Les maîtres, justement, et je terminerai cette fiche de lecture sur eux, ils constituent la clé de voûte de l'édifice scolaire. C'est sur eux que repose la politique éducative de toute l'institution. Anquérien. Le génie de Jean-Baptiste de La Salle et le succès de son institution scolaire tenaient précisément à son rôle de précurseur en ce domaine de la formation des maîtres. Pour lui, l'instruction primaire nécessite des agents soumis à des lois beaucoup plus draconiennes que celles qui s'appliquent aux membres normaux du corps social. C'est à partir de la constitution d'un surcroît dans la passion d'obéir, dans la soumission à la loi, qu'on peut transmettre un niveau normal d'obéissance et de soumission aux populations qui se signalaient jusque-là par leur indépendance et leur incurie. Dans son essai sur l'histoire et l'état actuel de l'instruction publique en France en 1816, le politicien François Guizot encourage le développement d'un esprit de corps chez les enseignants. Je le cite. « Il faut placer le corps enseignant non sous la main de l'administration ordinaire, mais sous une autorité spéciale, qui soit propre à garantir d'une part au gouvernement l'influence qu'il doit exercer sur l'éducation nationale, de l'autre, au corps enseignant une protection efficace, une honorable dignité et une sage indépendance. » J'aime beaucoup ce terme de sage indépendance. Comprenez que le corps enseignant doit à la fois dépendre de son ministère de tutelle pour fonctionner, payer les salaires, définir les programmes, etc., et à la fois être tenu à l'écart de la scène politique pour maintenir l'encadrement du peuple en cas de changement de régime. Par ailleurs, pour Anquérien, le corps enseignant est un corps sacrifié, un corps à qui sont interdites les jouissances de ce monde, un corps assujetti, circonscrit, castré. Dans son cours normal des instituteurs primaires en 1832, le baron de Gérando, alors président de la SAIE, déclare « Quelle noble servitude que d'être esclave de ses devoirs. Il n'y a pas d'existence qui impose plus d'assujettissement que celle à laquelle vous vous attachez. L'instituteur chercherait vainement dans sa profession le digne salaire de sa mission. Elle serait impuissante à lui donner le juste retour des sacrifices et des vertus qu'elle commande. » Pour Anquérien, l'école simultanée est donc, en résumé, avant tout une école de travail à la discipline militaire, une école de propreté physique et morale entre guillemets. Une institution carcérale où l'enfant doit se soumettre corps et âme sous l'autorité d'un corps enseignant, lui aussi soumis à sa propre hiérarchie. Réticentes au départ, les familles ont fini par jouer le jeu de cette école, école de soumission, école finalement à l'image de la structure de domination de la société actuelle. Avant de conclure cette fiche de lecture, je vous propose un petit extrait d'Albert Jacquard, un polytechnicien qui s'exprimait en 1994 justement à propos de cette école simultanée qu'on connaît toutes et tous. Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce que on évoquait tout à l'heure, pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. C'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait eu un Albert Jacquard sans compétition? Oh oui, il n'y aurait pas eu de polytechnicien. Mais j'y perdrais pas grand-chose. Bien sûr, pour entrer à Polytechnique, vous savez, on est 1500 candidats, il y a 300 places. Bon, il faut donc être dans les meilleurs, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça signifie, meilleur? Ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui sont au programme. Et par conséquent, c'est faire vraiment acte de soumission, c'est faire preuve de conformisme. Et actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, on a besoin d'un
dans le monde, on entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Non, ce qu'il y a de meilleur en Albert Jacquard, s'il y a quelque chose de bon, ça ne m'est pas venu de là, ça m'est venu des regards que j'ai acceptés, non pas des compétitions que j'aurais gagnées, sûrement pas. Or là, on est en train de se fourvoyer complètement. Moi, je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine. Vous savez, en première année de médecine, j'avais devant moi 400 élèves et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année. Alors c'était la lutte à couteau tiré, ils se donnaient des faux renseignements. C'était abominable entre eux. On était en train d'en faire des tueurs. Eh bien, préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur, il y a quelque chose de pourri là-dedans. Non, c'est pas sérieux. Je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société, et en particulier du système éducatif. Le pire de tout, c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même envie de conclure en citant un passage d'Isabelle Stengers dans la préface. Ce passage résume bien à mes yeux la charge d'Anne Kérien contre l'école simultanée et son plaidoyer pour la méthode mutuelle. Comme le dit Ivan Illich dans son livre Une société sans école, je cite « La prison, comme l'école, aggrave ce qu'elle était censée améliorer. La prison crée des délinquants. L'école crée des jeunes séparés de leur capacité d'apprendre et de comprendre. Qui plus est, avec une redoutable efficacité, ces deux institutions réussissent à persuader leurs victimes de ce qu'elles ont mérité leur destin. On vous a donné votre chance, vous ne l'avez pas saisie. » Allez, récapitulons, et ensuite, pour terminer, je vous présenterai quelques petites réflexions personnelles. Nous avons vu que l'école moderne est née vers 1680 avec cet ecclésiastique Jean-Baptiste de La Salle qui introduisit la méthode simultanée dans les écoles chrétiennes de charité. Le but de ces écoles de charité est triple. Premièrement, apprendre aux enfants pauvres à lire, écrire et compter. Deuxièmement, leur inculquer les notions religieuses de base. Et troisièmement, préparer les enfants à travailler dur. La place du travail pénible étant centrale dans une société industrielle qui cherche à croître en productivité, la place du travail au sein de l'école simultanée y est centrale également. La méthode simultanée est la méthode qui a toujours cours aujourd'hui dans les écoles publiques. Mais nous avons vu qu'en 1815 sont apparues des écoles alternatives, dites écoles mutuelles, nettement plus efficaces, où les enfants apprenaient en 1 an et demi ce qu'ils mettaient 4 ou 5 ans à apprendre dans les écoles chrétiennes, et ce, avec une économie de moyens et une pédagogie nettement plus épanouissante pour les enfants. Tellement épanouissante et émancipatrice d'ailleurs, que le gouvernement de la Troisième République met définitivement fin à cette expérience après la Commune. L'école à ses débuts avait clairement pour objectif de former les futurs ouvriers et les futurs soldats de la nation pour les garçons, et de futures femmes de bonnes mœurs pour les filles. Cela passait par une pédagogie basée sur une discipline militaire, un apprentissage par imitation, d'où l'importance de la formation des maîtres, et une idéologie valorisant le travail. Un peu comme en prison, les élèves de l'école simultanée sont en permanence sous le regard du maître qui a toute autorité sur eux. Les enfants doivent se soumettre à tout un tas de contraintes, comme rester silencieux, écrire tout le temps, subir des récompenses et des punitions, faire de l'exercice, rester propre, rester assis toute la journée dans une même salle, être séparés de l'autre sexe. Les parents sont plutôt réticents au début pour envoyer leurs enfants à l'école. Puis la scolarité devenant petit à petit obligatoire, les parents finirent par accepter d'envoyer leurs enfants à l'école, et même qu'ils soient évalués selon des critères propres à l'institution scolaire. Ce système d'évaluation permet au gouvernement, via le corps enseignant, de piloter la sélection des enfants en fonction de sa politique éducative. Le corps enseignant, justement, constitue la clé de voûte de l'édifice scolaire, car ce sont eux qui ont directement affaire aux enfants, et qui ont pour mission de les éduquer dans la direction choisie par le gouvernement. Les enseignants, dans le cadre de la méthode simultanée, doivent donc être des agents particulièrement soumis à leur hiérarchie. Hiérarchie qui était religieuse au départ, puis qui est devenue, l'école se laïcisant, une hiérarchie ministérielle. La dépendance du corps enseignant à sa hiérarchie ne doit pas être idéologique, car les tendances politiques peuvent changer d'un gouvernement à l'autre, mais fonctionnelle, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale, comme disait le politicien François Guizot, doit garder une sage indépendance. Pour terminer cette fiche de lecture, je vous propose maintenant 5 réflexions personnelles qui me sont venues à la lecture de ce livre, comme 4 clins d'œil et une piste pour aller plus loin. Une première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à l'histoire de l'école, c'est qu'à mon avis cette histoire est loin d'être terminée. Concernant la méthode simultanée, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle avec l'essor de cette nouvelle technologie de communication qu'est Internet.
Hier, une personne faisait cours à une trentaine d'élèves. Aujourd'hui, une seule personne peut faire cours à la planète entière. Pass éducatif. Je ne peux pas m'empêcher en cette période de restriction de liberté de mettre en parallèle l'instauration du certificat de scolarité obligatoire en 1843 en France avec l'instauration du pass vaccinal aujourd'hui. Nous passons subrepticement de l'obligation de nous justifier d'un parcours scolaire à l'obligation de nous justifier d'un parcours médical. Mais pourquoi juger les gens à l'aune de leur diplôme s'ils sont aptes à exercer le métier qui leur plaît? Si je fais appel à un menuisier, je ne lui demande pas son diplôme. Dans le même sens, pourquoi juger les gens à l'aune de leurs antécédents médicaux? Quand j'achète un fromage au marché, je ne demande pas son bilan de santé à la fromagère. Toutes ces mesures gouvernementales de discrimination me déplaisent profondément. Fut un temps, on discriminait les gens à l'aune de leur couleur de peau ou de leur religion supposée. Programme télé, programme scolaire. À l'école, les maîtres sont dans l'obligation de suivre le programme scolaire décidé par leur ministère de tutelle. De cette façon, l'État contrôle les informations qui entrent dans le cerveau des enfants. À la maison, beaucoup de parents suivent encore le programme télé. De cette façon, les milliardaires via les chaînes privées et leurs complices politiciens via les chaînes publiques influencent les croyances des adultes. Programme télé, programme scolaire, même idée finalement. Programmer le cerveau des gens, façonner leurs croyances, influencer leur comportement. Résultat, des agneaux dociles à l'école, des brebis serviles au bureau. SOS enfants occidentaux. Je terminerai sur le caractère pénitentiaire de l'école de la République. À l'école, l'enfant occidental n'a pas la liberté de jouer. L'enfant n'a pas la liberté d'explorer son environnement. L'enfant n'a pas la liberté d'apprendre ce qu'il veut. L'enfant n'a pas la liberté de fréquenter des êtres humains qui ne sont pas de son âge. L'enfant n'a pas la liberté de s'exprimer. L'enfant n'a pas la liberté de bouger. L'enfant n'a pas la liberté de respecter son rythme biologique. Je pense qu'on devrait créer une association pour venir en aide à l'enfant occidental. Si cette fiche de lecture vous donne envie d'aller plus loin, d'explorer quelques pistes alternatives pour la scolarité de vos enfants, je vous propose ces quelques vidéos pour commencer. André Stern, penseur et lui-même échappé de l'école, Jean-Pierre Lepris, ancien inspecteur défroqué de l'éducation nationale, et ce documentaire « Être et devenir » de Clara Bellard, qui recueille le témoignage de familles qui ont déscolarisé leurs enfants. Si ce résumé vous a plu, je vous invite à faire un tour sur le front médiatique et sur ma chaîne YouTube, une oasis d'informations pour découvrir d'autres vidéos. Pour info, cette fiche de lecture m'a demandé environ 150 heures de travail. En retour, je vous serai reconnaissant de me laisser un commentaire sous la vidéo ou bien de m'écrire directement à cette adresse, uneoasisdinformation@gmail.com. Ça m'aidera à améliorer mes futures vidéos, et puis vos témoignages, vos idées peuvent aussi intéresser la communauté. Et puis si vous voulez m'aider à continuer à partager gratuitement mon travail, tout soutien matériel ou financier de votre part sera le bienvenu. Voici le lien Tipeee pour vos dons. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo.